Dans cette section, nous allons discuter d'un problème intéressant qui est celui de la symétrie CP dans le modèle standard et de sa brisure. La symétrie CP, c'est simplement la juxtaposition de la symétrie C et de la symétrie P, donc parité et conjugaison de charge. On a vu que dans le modèle standard, la parité est brisée de manière explicite et maximale parce que le spectre des particules du modèle standard est complètement asymétrique entre gauche et droite. La symétrie C, elle, est aussi brisée de manière aussi violente parce que, en fait, et nous allons le détailler maintenant, lorsqu'on applique la transformation de conjugaison de charge sur la composante droite d'une particule, on obtient la composante gauche de l'antiparticule. Donc on n'obtient pas, c'est sûr qu'en appliquant sans égard à la parité C sur une particule, on obtient l'antiparticule, mais en fait, cette transformation telle qu'on l'a définie va échanger aussi gauche et droite. C'est pour ça que la symétrie C est brisée de manière aussi violente que P, mais lorsqu'on combine les deux, C fois P, les choses sont différentes. Et en principe, CP devrait être une symétrie exacte du modèle standard, du moins dans sa version 1.0, telle qu'on l'a construite. Donc, voyons voir pourquoi justement la symétrie C échange les composantes droite et gauche. Donc, si on agit avec l'opérateur C sur la composante droite d'un fermion de Dirac. Donc, qu'est-ce qu'on a? Par définition, donc, de la symétrie C, cette opération se fait par multiplication par I fois gamma 2, donc je vous ramène un peu en arrière, donc au début du chapitre précédent, fois le conjugué complexe du spinner. Quant à ce spinner droit, je peux l'obtenir par projection, donc j'obtiens le spinner droit en multipliant par 1 plus gamma 5 divisé par 2. Donc j'applique ça sur psi, j'ai le 1/2 ici, et je prends le conjugué complexe de l'ensemble ici. Maintenant, je vais sortir donc le gamma 5, donc la question c'est est-ce que le gamma 5 est réel ou non? Il est réel, en fait, on peut voir dans la définition de gamma 5, il y a un I, fois gamma 0, gamma 1, gamma 2, gamma 3, et gamma 2 est imaginaire. I est imaginaire, donc au total, gamma 5 est réel. Donc gamma 5 étoiles, c'est la même chose que gamma 5. Quand j'anticommute ici le gamma 5 par-dessus le gamma 2, j'obtiens un moins gamma 5. Gamma 5 anticommute avec toutes les matrices gamma. Et j'obtiendrai ça ici. Il se trouve donc que I gamma 2 fois psi conjugué, c'est précisément le spinner conjugué de charge, et que l'application de ce facteur me donne la composante gauche maintenant de ce spinner. Donc c'est la démonstration de cette affirmation ici. Bon, ok. Tout ça pour expliquer que C fois P est une symétrie parfaite du modèle standard, du moins avant que le mécanisme de Higgs fasse son travail. Je vous le dis tout de suite, si CP n'est plus respecté dans le modèle standard après le mécanisme de Higgs, ce serait en raison d'un nombre complexe qui apparaît quelque part, et ça apparaît dans la matrice de Kobayashi-Maskawa. Donc il y a un petit facteur de phase, et c'est ce petit facteur de phase qui est la cause de la violation de la symétrie CP. Donc là, je ferme la parenthèse et je continue comme si la symétrie CP était tout à fait conservée. Donc supposons qu'elle le soit. Et considérons maintenant les kaons. Donc, le sujet de la symétrie CP est intéressant parce qu'il a permis de mettre en lumière des oscillations entre particules neutres, que sont les kaons, dans les années 50. Et c'est un sujet fascinant qui a toujours été enseigné dans tous les cours de physique des particules, à ma connaissance. Donc, le kaon neutre a cette composition en fonction de quark. Donc, c'est un anti-S avec un D. Et même si c'est une particule neutre, elle n'est pas égale à son antiparticule. Donc son antiparticule, c'est l'anti-kaon neutre, serait plutôt un étalier d'un quark S et d'un anti-D. D'accord?
Et donc ces particules sont intéressantes. Pourquoi? Lorsqu'on envoie, donc là je vais concentrer mon attention sur cette partie de la page, sur la question de production associée. Donc lorsqu'on envoie un faisceau de protons de haute énergie dans une cible fixe, eh bien les interactions fortes vont créer, via des gluons virtuels, toutes sortes de paires de quarks antiquarks, et en particulier des S anti-S. Donc ces paires S anti-S sont créées par des gluons. Donc on a ici un gluon qui se promène et qui par vertex va donner, donc ce vertex de la QCD va donner un S et un anti-S. Il ne peut pas donner un S et un anti-D, il faut que ce soit exactement le même type de quark nécessairement, parce que la chromodynamique est complètement ne permet pas de mélanger les types de quarks, n'est-ce pas? Elle les mélange pas dans le vertex en tout cas. Donc un vertex donné en chromodynamique va interagir avec une espèce de quark. Bien sûr, plusieurs couleurs de ce quark, mais une espèce de quark. Donc j'ai un anti-S et un S qui sont créés. Ce qui peut se produire, c'est que l'anti-S va se combiner à un D qui est déjà dans un proton dans la cible quelque part, et que les deux autres quarks du même proton, donc le U et le U, ici vont se combiner au S. Typiquement, ça peut se produire. Ça me donnerait d'un côté donc un K0, et de l'autre côté une autre particule, un baryon, qui comporte un quark S qu'on appelle le sigma. Dans ce cas-ci, ce serait un sigma plus. Et bon, je pourrais avoir d'autres kaons qui sont produits. Ici, au lieu d'avoir un D, ici j'ai un U, ben là ce serait un kaon positif, et ainsi de suite. Donc, mais là, je me concentre sur les kaons neutres. Donc, c'est ce qu'on appelle la production associée. Ce processus permet de produire deux particules qui contiennent l'une un anti-S, l'autre un S, et ces deux particules vont dans des directions différentes, donc elles sont produites en même temps, mais il me reste un K0 ici qui fait son petit bonhomme de chemin, et ce K0 ici, visiblement ce qu'on produit ce sont des K0, ce ne sont pas des anti-K0, parce qu'il n'y a pas d'anti-D dans la cible. Il n'y a pas de S dans la cible non plus, donc on ne pourrait pas par ce processus produire des anti-K0. On ne peut que produire des K0, et ça c'est un détail très important. Ce qu'on va montrer ici, c'est que l'état ou la particule K0 n'est pas un état propre de la conjugaison de charge, parce que quand bien sûr on applique C sur K0, on obtient anti-K0 et vice-versa, mais c'est un état propre de CP. Donc, pour ça, on va montrer, on va construire les états propres et vérifier que ce sont effectivement des états propres. Donc, les états propres de CP, on va les appeler K1 et K2. Et ce sont des combinaisons linéaires de K0 et de K0 bar, comme ceci. Okay. Bon, alors, appliquons CP sur K1. Donc, j'applique CP sur K1, c'est-à-dire sur cet état-là. Donc, en principe, c'est ceci. On peut montrer ici que la parité du kaon, donc ça vient de la parité intrinsèque du kaon, est égale à moins 1. Pourquoi? Rapidement, c'est parce que le kaon est fait cette maison il est fait d'une particule, d'un quark et d'un antiquark. Et on sait que la parité d'une antiparticule est l'opposé de la parité intrinsèque de la particule. Et donc, en supposant que les quarks ont la même parité intrinsèque, lorsque je combine un antiquark avec un quark, je vais avoir une parité intrinsèque de l'état qui va être égale à moins 1. À moins, bien sûr, que l'état même du quark, du méson, avec sa fonction d'onde, fasse qu'il y a une parité supplémentaire. Par exemple, s'il y a un moment cinétique orbital de 1 entre le quark et l'antiquark, ça me donnerait un facteur moins 1 supplémentaire dans la parité, à cause du facteur moins 1 exposant L, la fonction d'onde, mais dans ce cas-ci, on parle de spin 0, c'est pas le cas. Donc, on aurait une parité intrinsèque du kaon qui est égale à moins 1. Donc, quand j'applique P sur K0, je vais obtenir simplement K0 fois état ici. Même chose pour K0 bar. Et maintenant, en appliquant C sur K0, je vais obtenir K0 bar. Okay, donc, j'échange en fait les deux K0 quand j'applique C. Ce qui me donne exactement K1. J'ai eu un signe moins à cause de cet échange et j'ai un signe moins ici à cause du état. Okay, donc c'est pour ça que je retourne sur K1. Donc c'est important que cette parité du quark et de l'antiquark soit opposée. La parité intrinsèque égale moins 1 est un argument important ici pour obtenir le même état, c'est-à-dire avec une phase plus 1 que l'état initial ici. Donc
l'état K1 est un état propre de Cp avec valeur propre plus 1. L'état K2, c'est l'état orthogonal. D'accord? Il va avoir une valeur propre égale à moins 1. On peut refaire le calcul. On met des plus ici au lieu de mettre des moins. Et ça va me donner simplement le facteur état. Donc ça me donnerait une valeur propre égale à moins 1. J'ai donc deux états propres. On observe justement que ces deux états doivent se désintégrer par des canaux différents. Pourquoi? Bien, le K1 peut se désintégrer en deux pions. Okay. Soit un pion chargé et un pion, deux pions chargés, c'est-à-dire de charge opposée, ou deux pions neutres. Alors, pourquoi cette réaction est-elle possible ici? Alors, si on se figure le K1 qui se désintègre, donc il y a le pion ici et son antipion qui est de l'autre côté, et on applique maintenant l'opérateur de conjugaison de charge à ce processus. Okay? On trouve que cet opérateur de conjugaison de charge va échanger l'antipion avec le pion. Et pour le pion neutre, c'est la même chose, parce que le pion neutre est sa propre antiparticule. Donc, de toute manière, l'opération C va échanger les deux produits ici, et l'opération P, qui est une inversion de l'espace, va aussi les échanger. On se place dans le repère du centre de masse du chaos. Donc, au total, on ne change rien en appliquant C fois P. Donc, ce processus est possible parce que l'état final est dans un état Cp égale à 1, ainsi que l'état initial. Par contre, si on avait le K2 à la place du K1, ici, qui a une valeur propre de Cp égale moins 1, eh bien, ça violerait la conservation de Cp. Et donc, ce processus de désintégration du K2 en deux pions est interdit. Par contre, il n'est pas interdit quand on considère un état final qui comporte trois pions. Okay. L'argument ne tient plus à ce moment-là. Donc, le K2 doit se désintégrer en trois pions, le K1 en deux pions. Et comme le K1 a une masse qui est légèrement au-dessus de la masse de trois pions, c'est possible. C'est possible, mais l'espace des phases est restreint. Donc, la désintégration en trois pions, parce qu'il y a peu d'énergie disponible pour la faire, est moins probable que la désintégration en deux pions. Et pour cette raison, le K1 se désintègre beaucoup plus vite que le K2. Il y a deux canaux de désintégration possibles avec des vies moyennes très différentes. La vie moyenne du K1 est de 10-10 secondes. La vie moyenne du K2 est de 10-7 secondes. Donc un facteur 1000, un peu plus. Donc très important. Ça a permis donc de... cette différence d'état permet d'observer des oscillations de chaos. Okay. Donc, c'est à cela qu'on s'en vient ici. Donc, initialement, donc, ce que cela veut dire, c'est que, et c'est un rapport c'est un peu semblable à ce qu'on a dit sur les neutrinos, j'ai des états de chaos, K0, K0 bar, qui sont en quelque sorte l'équivalent des états propres de jauge. Enfin, ce sont les états dans lesquels les chaos vont être produits, ou l'état dans lequel ils vont réagir avec le reste de la matière. Par contre, les états K1 et K2 sont les états propres de la masse, ce sont les états de propagation des chaos. Donc, initialement, les chaos sont produits sous la forme de K0, c'est-à-dire de anti-S fois D. Cet état K0, bien sûr, cet état K0, on peut l'exprimer en fonction de K1 et de K2. On peut inverser cette définition et obtenir de la même manière K0 en fonction de K1 et K2. Donc on crée, à l'aide de cette production associée, on crée une superposition égale de K1 et de K2. Maintenant, les états K1 et K2 vont se propager de manière légèrement différente, parce que leurs masses sont légèrement différentes. Pourquoi leur masse serait-elle légèrement différente? Leur masse est légèrement affectée par le processus de désintégration. En fait, c'est un effet de self-énergie, comme on dit. Et donc, très légère différence de masse va permettre à ces deux chaos de se propager différemment. Et aussi, il y en a un qui se désintègre plus rapidement que l'autre. Donc, forcément, celui qui se désintègre rapidement, c'est le K1.
Alors, au bout d'un certain temps, les K1 vont avoir disparu de l'état, il va rester uniquement les K2. Qu'est-ce qui arrive? Ces K2 vont maintenant comporter une part égale de K0 et de K0 bar. Et il pourrait frapper, par exemple, une autre cible, un détecteur, par exemple. Et dans le K0, il y a bien sûr un S, anti-S, c'est-à-dire un D. L'anti-S ne pourra pas facilement s'annihiler avec un S, par exemple, pour produire un gluon dans la cible, parce qu'il n'y a pas de S dans la cible. Le D non plus, mais par contre, le K0 bar, lui, pas de problème, parce qu'il contient un anti-D. Et l'anti-D peut s'annihiler avec un D dans la cible et disparaître. Donc le K0 bar va réagir fortement avec la cible, mais pas le K0. Ce qui fait que ce processus fait que si on fait traverser ce faisceau de K2, ou de K1, je devrais dire, pardon, si on fait traverser ce faisceau de... Non, ce sont des K2, je m'excuse. Donc ces K2 vont traverser la cible, et la composante K0 bar va disparaître parce qu'elle va être en réaction forte avec la cible, et la composante K0 va réagir moins fortement, donc va ressortir de l'autre côté de la cible, régénérée. Et donc on appelle ça le processus de régénération. Donc c'est assez intéressant. On produit des K0, ils deviennent au bout d'un certain temps des K2. Les K2 sont une superposition égale de K0 et de K0 bar. On frappe un écran pas trop épais, bien sûr. Dans cet écran, les K0 bar vont disparaître. Les K0 simplement vont continuer. Donc on va retrouver un faisceau de K0 et ainsi de suite. Donc le faisceau initial de K0 est régénéré grâce à cet écran. Non seulement ça, mais il y a aussi une minuscule différence de masse qui fait que si on pouvait calculer, donc là je le fais ici, on se figure par exemple quelle est l'évolution de l'état K1 dans le faisceau. Eh bien, il y aura un facteur ici qui affecte l'amplitude initiale du K1 qui serait donné par ça ici. Donc, une oscillation dans le temps qui vient de la masse M1 du K1 et une décroissance exponentielle dans l'amplitude qui vient du temps de vie. Okay? Et on aurait une expression semblable pour K2, bien sûr. Donc, initialement, j'ai l'état K0, donc une superposition de K1 et K2. Et donc, je peux maintenant calculer que l'intensité des K0, après une certaine distance, après un certain temps, en fait, serait donnée par la somme des amplitudes, pour avoir un K1 et un K2, parce que j'ai cette combinaison, alors que l'intensité des K0 bar serait donnée par la différence d'amplitude au carré. Donc évidemment, je prends la somme des amplitudes, je mets au carré parce que c'est l'intensité ici, bon, le carré est important. Et quand j'applique donc cette forme très simple à ces coefficients ici, et j'ai une formule semblable pour A2, j'obtiens ces deux expressions ici. J'ai une oscillation dans le temps qui dépend de la différence de masse, delta M. Et ce qu'on prédit à l'aide de cette formule, c'est une population de K0 versus K0 bar qui, en fonction du temps, se comporte comme ça. Donc j'ai quelque chose qui finit par comporter un nombre égal de K0 de K0 bar, justement parce que le K1 se désintègre beaucoup plus vite que le K2. Mais il y a une oscillation en plus à cause du cosinus. Le cosinus dans cette formule va faire une surcompensation ici, genre une légère oscillation qui se superpose à cette tendance exponentielle. Donc cette physique magnifique des kaons a été confirmée expérimentalement par Léon Lederman, qui est connu pour avoir occupé un poste important en physique des particules. Il a été le directeur du Fermilab pendant des années. C'est aussi lui qui a perfectionné cette technique des faisceaux de neutrinos qu'on a décrite ici. Donc ça aussi, c'est du Lederman. Et même, il a découvert le quark B dans les années 70, en tant que... Non, je pense, alors qu'il était directeur de Fermilab, si j'ai bonne mémoire. Donc cette physique du kaon, des kaons neutres est importante parce qu'elle révèle un phénomène fondamental de la mécanique quantique, la cohérence, un système à deux niveaux,
Donc c'est très simple parce qu'au fond, on laisse tomber toutes les complications entourant le continuum de la théorie des champs. Et on a ici simplement deux particules. Donc c'est un système à deux niveaux et une oscillation entre ces deux niveaux. C'est comme des oscillations de Rabi, sauf qu'ici, il y a des intégrations en plus. Donc c'est pas une pure oscillation comme dans les oscillations de Rabi, mais c'est combiné avec une décroissance exponentielle liée à une instabilité des particules. Et ça nous montre, ou ça nous fait réfléchir sur ce que constitue une particule finalement. Est-ce que le K0 est une particule, ou est-ce que c'est le K1 qui est une particule? Laquelle des deux est la particule? Eh bien, il faut distinguer ces états propres de la masse, donc, qui font que le K1 et le K2 sont les vraies particules, parce que ce sont elles qui se propagent correctement. D'accord? Alors que le K0 et le K0 bar sont des états de production et de réaction de ces particules. Donc même si dans le tableau des particules élémentaires, on écrit souvent K0, K0 bar, c'est en relation avec leur composition, c'est parce qu'on veut les définir en fonction de leur composition en quarks, mais les véritables particules qui se propagent sont des combinaisons linéaires de ces objets-là. Remarque en terminant sur la brisure de CP. Donc on a supposé ici que CP était une symétrie exacte du modèle de Hubbard. Et donc et ça mène au fait qu'on a deux kaons, K1 et K2, dont l'un se désintègre en 2 pions et l'autre se désintègre en 3 pions. Donc en principe, lorsqu'on suit le K2, celui qui vit le plus longtemps, il ne devrait pas se désintégrer en 2 pions. Malheureusement, oui, à l'occasion, il le fait. Et donc, c'était découvert par Cronin et Fitch en 1964. Donc, ils ont distingué deux états de kaon, le kaon long et le kaon court. Donc, ils ont appelé ça le KL, L pour long lived, donc qui vit plus longtemps. Ils n'ont pas supposé nécessairement que c'était le K2. Ça pourrait être une espèce de petite combinaison entre K2 et K1. Ils ont trouvé que ce kaon peut se désintégrer en 2 pions et que le rapport d'embranchement sur les autres modes, 3 pions par exemple, est très petit, donc c'est moins qu'1%, 0,002, mais c'est pas nul, okay, c'est significatif. Et ça a créé encore une fois une commotion, une symétrie qu'on pensait être conservée qui n'est pas conservée, mais elle est très faiblement brisée. Et la raison pour laquelle elle est brisée a posteriori tient au fait que le hamiltonien de base, si on veut, contient des nombres complexes. Et il contient des nombres complexes parce que si on recule, et vous me permettez de balayer ici, je vais reculer un certain temps, jusqu'à ce que j'arrive à cette fameuse matrice de Kobayashi-Maskawa qui contient des nombres complexes. Okay. Ces nombres complexes ne sont pas énormes. Ici, je ne les vois pas parce que j'ai uniquement le module, mais en fait, ce paramètre delta 1,3 est la clé de la brisure de CP dans le modèle standard. Mais encore une fois, ce paramètre vient d'où? Il vient des différents couplages de Yukawa du modèle standard et qui sont révélés de manière assez crue dans le mécanisme de Higgs, mais leur origine, sinon, n'est pas comprise, bien sûr. C'est quelque chose qui est contingent aux paramètres du modèle standard et des matrices dans les couplages de Yukawa. Donc, cette brisure de CP est importante d'un point de vue cosmologique, cependant, parce que c'est elle qui va véritablement faire la différence entre matière et antimatière. L'univers contient plus de matière que d'antimatière. Visiblement, c'est pour ça qu'on est là. N'est-ce pas? Il y a une légère imbalance, il y a un peu plus de matière que d'antimatière. Cette imbalance très légère, si par exemple, on regarde le nombre de particules, la différence entre particules et antiparticules versus leur somme, si on pense au quark par exemple, on peut estimer que cette différence est de l'ordre de 10-9, okay, une différence relative très petite. Et ça, c'est lors de la création de l'univers, avant que la plupart des particules s'alignent avec les antiparticules. Donc, ce qui s'est produit il y a assez longtemps. Et ces annihilations-là ont créé des photons un peu partout. Et donc, s'il y avait un nombre égal de particules et d'antiparticules dans l'univers initialement, il ne resterait plus rien. Il n'y aurait que des photons dans l'univers, ce serait un peu embêtant. Mais c'est cette légère imbalance qui fait que la matière existe.
Et cette légère imbalance, on la comprend en fonction de cette brisure de symétrie CP. Donc, dans l'univers primitif après le Big Bang, donc cette matière et cette antimatière sont créées. Il y a une évolution et la brisure CP fait qu'il y a un léger surplus de l'un par rapport à l'autre. Et quand la température de l'univers s'abaisse, eh bien, l'antimatière s'annihile avec la matière, reste le léger surplus que nous sommes. Donc c'est un sujet fondamentalement important. C'est Sakharov, le savant soviétique qui est aussi l'inventeur de la bombe H soviétique et un dissident célèbre dans les années subséquentes qui a proposé ce mécanisme. Il a dit essentiellement que oui, si on veut expliquer le surplus de matière sur l'antimatière dans l'univers, il faut des conditions dont l'une est la brisure de cette symétrie CP, l'autre étant un état hors équilibre en thermodynamique, et ça c'est clair que ça se produit parce que l'explosion initiale c'est très hors équilibre et l'univers est en expansion, mais bref, c'est Sakharov qui a expliqué ce surplus de matière sur l'antimatière grâce à la brisure de CP. Aujourd'hui, on étudie cette brisure de CP dans des expériences qui font appel à des maisons B, des maisons qui contiennent donc des quarks B, au lieu du quark S pour les kaons, parce que bon, cette brisure serait plus importante et plus facilement observable dans ces maisons B, donc je ne reviens pas là-dessus, c'est juste une remarque que je fais en passant. D'accord. Merci de votre attention.